Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Salut Joël! Salut Julien! Ça va? Ça va toi? Ouais, t'as-tu passé une belle semaine? Ben oui, j'ai passé une très belle semaine. Et toi? Ouais, j'ai passé une belle semaine. On a pu vivre le lancement du podcast. Ben C'est oui. fun. Là, on sait que maintenant, quand on enregistre, ben la machine est partie. Puis il y a des gens qui nous écoutent. Est-ce que ça enregistre là? Ça enregistre là, ouais. Fait que fais attention à ce que tu dis. Oh shit, ok. Ouais. Fait que t'as-tu pogné mon espèce de commentaire? L'autre avant, là? Ouais. On va le couper. Ok, Ouais. c'est bon. Ouais, mais ça se dit pas, Ça ces se dit affaires-là. pas, ces affaires-là. Hey, j'ai pensé qu'on pourrait commencer par remercier, donc une autre vague de remerciements comme on a fait il y a quelques épisodes, parce qu'on a eu une autre vague d'aide. Ouais. Il y a des gens qui nous ont donné un coup de main. Fait que, premièrement, je voudrais vraiment beaucoup remercier Geneviève Brouillette, actrice confirmée et icône de la culture québécoise, et aussi une bonne amie qui est venue faire notre présentation d'intro et d'outro. Fait on peut l'entendre au début, puis on peut l'entendre à la fin des podcasts. Ce qui est bizarre, c'est qu'à ce point-ci, ça fait 5 épisodes que les gens l'entendent. Ouais. Mais pour nous, c'est nouveau parce qu'on vient de finir de monter le tout premier épisode. Ouais, au moment où on enregistre, le deuxième épisode est dû dans 2 jours. Ouais. Puis en le réécoutant, notre deuxième épisode, où ce qu'on faisait notre première vague de remerciements, je me suis senti mal parce que j'étais comme « Oh, on remercie pas Geneviève Brouillette », même si elle a fait... Mais c'est parce qu'on savait pas encore à ce moment-là. On n'a pas encore de machine à remonter dans le temps. C'est tellement bizarre, le concept d'enregistrer des émissions puis que ça soit diffusé comme un mois plus tard. Tout ça pour dire merci beaucoup Geneviève. Oui. Elle a donné de son temps gratuitement, super fine, super talentueuse. Merci. On a aussi un épisode qui était dans un mode entrevue que les gens ont déjà entendu au moment où ils écoutent cet épisode-là. Puis on va remercier Bruno Mercure de nous avoir initiés à la plateforme Riverside. Oui. C'était numéro 1. On a eu du plaisir à utiliser ça. Ça va revenir souvent dans Je disais qu'on n'est pas commandité par Riverside. On connaît personne qui travaille. On sait même pas si c'est quelqu'un qui a parti ça ou tout c'est des une intelligence robots. artificielle. C'est ça. OK. Fait que Riverside, une application qu'on utilise pour enregistrer nos entrevues à distance quand il faut faire des trucs à distance. Fait que merci, Bobby. D'ailleurs, c'est tellement efficace que je sais pas à quel point c'est pertinent, toi puis moi, on continue à faire un podcast dans la même pièce. Surtout qu'en dehors des podcasts, on saillit. Fait que peut-être Ben, que Riverside va... On a quand même bâti un projet de balado sur notre seul point commun. Ouais. Fait que tout le reste, c'est comme je m'en calisse de ta vie. Là. Puis je sais que tu t'en calisses de la mienne, puis on fait ça dans le mutuel, respect. Ouais. Mais quand les micros sont éteints, là, on en profite pour s'envoyer chier. Puis, oui. Ouais. On remercie-tu nos Patreons? Oui, ben oui. Donc, on remercie chaleureusement Annie, Marc, Gabriel, Alexandre, Myriam et Philippe de faire partie des personnes qui soutiennent le podcast, qui supportent le podcast. Ouais, d'être nos encourageuses. Oui, merci beaucoup. C'est très apprécié. Oui. Et puis, c'est ça, je pense que c'est tout pour nos remerciements. C'est tout pour les remerciements. Il y a un petit point que je voulais aborder avec toi avant qu'on commence, proprement dit, le podcast. OK. On lit dans l'espace création nos textes, puis moi, je suis familier avec ce que tu écris. J'ai remarqué que tout le monde a remarqué que tu écrivais vraiment en québécois. Puis moi, je me suis pris un petit peu le trouble de la page blanche en pleine face pendant qu'on créait le dernier mois. Puis j'ai dit, je me suis dit, je vais faire l'exercice, je vais écrire comme je parle, en québécois. Puis là, pour vrai, on dirait que c'était du speed writing. Là. Ça a aidé, hein? Ben, j'ai fait tomber dans un espace de ta voix naturelle. Ben, c'est que je me retrouve sinon dans un genre de cadre où j'essaie d'écrire une autre langue, on dirait. Quand je suis comme nous laissons nos bêtes, un petit peu en style classique fantasy. Puis c'est long, je cherche les mots, je cherche comment construire ma phrase. Puis à partir du moment où je me suis dit, je vais écrire en keb, mais là, ça a déferlé, mon gars. Puis c'est ce qu'on a aujourd'hui, là, à la fin de l'épisode, la deuxième section de l'épisode, quand on va être dans le segment création. La création que tu m'as livrée, là, je viens de la consulter, là, mais c'est écrit en québécois. Ouais, puis je veux pas voler ton thunder. Mais c'est vraiment... je pense aussi qu'il y a une discussion politique un peu à avoir avec ça. Là. C'est comme si on s'appropriait notre langue un peu.
Puis c'est ça. Je voulais que tu saches que mon but, c'était vraiment pas de faire ce que tu fais, mais c'est surtout que ça m'inspire de voir ce que toi tu fais. Fait que là, je le mets en pratique, puis je trouve que c'est des souliers confortables. Ah, ben écoute, je suis content de savoir que ça t'inspire puis ça te place. De l'autre côté, c'est ma signature. De quel droit tu t'appropries ça? Je veux dire, c'est mon truc. J'ai eu une idée. Pour une fois que j'avais une idée. Hey, on est en train d'enregistrer, il faut que tu fasses semblant. Oui, excuse-moi. Ouais. Donc, Julien, ben écoute, c'est vraiment flatteur. Puis en même temps, j'espère que tu vas pouvoir t'accomplir encore plus en tant que créateur en trouvant une voie qui est plus naturelle pour toi. C'est quand même cool aussi d'écrire dans un style, puis de choisir quelque chose qui est peut-être plus, qui est déconnecté avec notre voix intérieure, mais oui, en fait, je jongle avec les deux. OK. Je trouve que si les deux font partie de notre vie à nous, ils peuvent facilement faire partie de la vie de n'importe quel univers créé. Mm-hmm. Ouais, fait que de jouer avec ces registres-là, moi j'utilise un petit peu l'approche à date là, dans ma création. On n'a pas encore parlé de conlanging, on n'a pas fait d'épisode linguistique à part l'alpha-syllabaire que tu nous as présenté. Fait que moi en ce moment, je suis un peu en mode Stargate. Tout le monde parle ma langue. Ouais. Tout le monde. Fait que j'ai pas besoin de justifier pourquoi eux ils parlent. Fait que j'ai comme. Même qu'il y a des flous, en tout cas, on en parlera après ma création. Mais ouais, d'utiliser les deux registres, je trouve que ça me permet d'établir des classes, des niveaux de classe un peu. Ben, c'est ça aussi, c'est que c'est une histoire de tu peux travailler ça en termes dialectal puis le placer dans la géographie, mais là, avec ce que toi tu fais, ça ressemble plus à des sociolectes, où ce qu'une caste dans la société va parler avec de telle façon, et une autre caste va parler d'une autre façon. Puis, je ne vais pas rentrer dans le détail de la linguistique, mais il y a les concepts qu'on appelle l'acrolecte puis le basilecte. Le basilecte, c'est une version de la langue qui est vraiment à l'extrême au niveau du slang puis du peuple. Okay. L'acrolecte, c'est le contraire. C'est quand c'est le langage ultra formel. De l'académie. De l'académie, puis comme extrêmement formalisant. En français, c'est l'équivalent d'utiliser notre passé simple quand tu jases à l'oral. Personne ne va aller jusque-là. Fait que c'est comme les deux extrêmes. Puis d'avoir ce range-là, de pouvoir te promener dans ce range-là en tant qu'artiste, entre l'un et l'autre, puis à tous les points entre, ben, ça te permet de créer comme un aspect du world building qui est dans l'émotion, dans le feeling lecteur, le feeling lectrice. Mm-hmm. La personne qui te lit ou qui t'entend dans le cadre d'un podcast, elle peut avoir tout de suite une idée de je suis supposé me sentir proche de ce personnage qui me communique quelque chose, ou il est supposé avoir une distance parce que c'est ultra formel. Tu sais. Absolument. Ben oui. Fait que tu vas retourner à quelque chose de plus formel des fois. Oui, absolument. OK. Cool. Puis dans l'approche, en tout cas, on en reparlera quand on sera dans nos créations respectives, là, mais dans l'approche, il y a tellement de degrés différents de comment tu peux faire ça que ouais, il y a un intérêt, en tout cas, qui se développe chez moi là, pour me questionner, tu sais, sur pas juste dans les créations qu'on fait là, mais pourquoi est-ce qu'on utilise une écriture qui correspond pas à notre langage parlé. Fait que, ouais, à suivre. L'aspect plus politique, moi, en tout cas, j'ai tout plein d'opinions là-dessus, mais j'essaie de ne pas en parler autant que quand je l'utilise dans une œuvre, ça a une résonance. Mm-hmm. Les gens ont des opinions à me communiquer après. C'est ce que j'ai remarqué souvent. Bon, mais ça veut dire que c'est juste de le faire, c'est déjà un move politique. Là. Mm-hmm. Ouais. Ben, c'est ça. On en reparlera. Peut-être qu'on fera un épisode là-dessus à un moment donné. En tout cas, ça serait le fun à un moment donné qu'on rencontre d'autres personnes qui utilisent le même procédé. Du grand militantisme variationniste. Exact. Cool. Fait que qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On parle de la création des villes, de l'apparition des villes, du développement des villes, urbanisme. Et moi, j'ai vraiment été dans quelque part de vraiment plus comme qu'est-ce qui se passe dans notre réalité à nous, comment je peux l'appliquer à mon world building. Fait que ce que moi j'ai fait comme recherche, c'est vraiment plus appliqué à c'est quoi une ville dans notre monde, puis d'où ça vient, puis pourquoi ça existe, puis qu'est-ce qui fait que ça va être crédible ou non quand tu fais ta démiurgie personnelle. C'est ça. Fait que, mais je sais qu'on peut parler de xéno-urbanisme. En passant, j'ai eu une réflexion là-dessus quand on a parlé de xénobiologie, qu'on peut juste ajouter xéno avant toutes les affaires qu'on va faire. Ça va tout le temps marcher.
Moi, on dirait que je vois Xeno, je sais pas si c'est les xénomorphes de Alien qui me mettent ça dans la tête, mais on dirait que j'associe ça à quelque chose qui est étranger, mais à plusieurs degrés éloigné, là. Tandis que l'urbanisme dans la fiction, souvent, est basé sur l'urbanisme de notre réalité, tu sais. Fait que, en tout cas, oui, on peut mettre Xeno en avant, mais je sais pas ton opinion de linguiste là-dessus, le Xeno. Ben, ça vient du grec, puis ça veut dire étranger. OK. Mais effectivement, c'est comme... Ben, moi, je pense que mon premier contact avec ça, c'est avec le mot xénophobe. OK, ouais. Puis c'est pas quelqu'un qui a peur des aliens. C'est quelqu'un qui a peur des aliens. Ouais. Tu sais. Fait que- mais oui, on peut... Mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Mettons, dans Gotham, il n'y a rien d'étranger, là, tu sais. Pourtant, c'est de l'urbanisme de fiction, tu sais. C'est inventé. Mais je trouve que Xeno, c'est comme, wow, OK, c'est un peu intense, là. On est dans le très, très, très étrange. C'est sûr qu'avec ça, on va se rendre dans le très étrange. Mais Je pense qu'on peut toujours parler peut-être d'urbanisme spéculatif. Oh, ça, j'aime ça. Puis, à quelque part aussi, c'est vraiment de l'urbanisme dont on va parler. Là. La planification urbaine, c'est pas juste ça. C'est aussi comme comment le monde urbain émerge, puis apparaît, puis existe. Ouais. Fait que je peux là-dessus. peut-être commencer à en parler. Fait que c'est quoi une ville? Puis pourquoi les villes, ça existe? Fait que pour moi, ça remonte à la révolution agricole. Quand, quelque part, entre le paléolithique et le néolithique, il y a eu tous les peuples qui vivaient de façon nomade se sont congrégés dans des villes. Puis pourquoi c'est arrivé? Ben, ça va avec la domestication. Parce qu'à un moment donné, tu trouves un truc pour manger à chaque jour. C'est-à-dire, tu domestiques un grain ou une plante ou un animal. Puis ça devient beaucoup plus facile de le faire quand tu es tout le temps à la même place. Puis quand tu peux irriguer, quand tu as accès à un cours d'eau, de l'eau douce. Mais, puis, en tout cas, ça fait que naturellement, par exemple, le croissant fertile ou la vallée de l'Indus sont des endroits qui ont émergé comme étant les berceaux de la civilisation parce que c'était là qu'il y avait de l'eau douce, une rivière qui coule, puis une vallée, une plaine inondable ou une vallée fluviale. Qui permet l'agriculture. Fait que c'est naturel que c'est là que les premières villes ont popé. J'imagine que dans mon monde inventé, ça serait la même chose si on omet toute forme de magie ou des choses qui dépassent l'entendement normal de notre monde. Ça serait la même chose. Les villes existeraient parce que les peuples s'y sont rassemblés et puis... Manger, boire, dormir. Oui, parce que c'était possible de faire de l'agriculture. Ouais. Et puis le bétail aussi, l'élevage, mais encore là, quand tu as de la chèvre ou du mouton, les bergers peuvent être en montagne. Fait que ça, c'est pas automatique. Mais c'est vraiment automatique avec l'agriculture. C'est très difficile de faire l'agriculture traditionnelle dans d'autres endroits que ça, en se garantissant qu'à chaque année, il va y avoir une crue. À chaque année, il va y avoir une récolte qui a de l'allure. Fait que je pense que au départ, ma recherche sur pourquoi une ville ça existe m'a amené là. Puis en même temps que j'ai vu ça, en même temps que j'ai trouvé plein de contre-exemples. Tu sais, où tu vas avoir une ville avec l'accès à l'eau douce, puis une grande quantité de terres arables, puis c'est là qu'émerge le plus grand centre culturel dans un monde antique. Mais en même temps que ça se peut que finalement ça ne fonctionne plus parce qu'il y a plein de choses qui se créent dans une ville, dans un milieu urbain. Tu vas avoir une maladie, ça devient automatiquement une épidémie. Fait que il y a des points où finalement le flambeau se passe à d'autres endroits. Et même dans la fiction, ça se voit. Je pense entre autres à... Je sais pas, je t'ai déjà parlé de Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. Ah, ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Mais mettons, les Gondoriens ont établi la ville d'Osgiliath, qui était exactement une ville comme ça. Et puis quand le peuple s'est installé dans ce pays-là en fuyant Numénor, puis c'est là qu'ils sont allés. Osgiliath est devenu comme une grande capitale, une grande ville. Mais à un moment donné, les troupes sont sorties du Mordor, la peste est arrivée, puis la ville a été décimée. Fait que cet endroit-là, qui naturellement serait le meilleur spot, est trop proche de Minas Morgul, qui est là où
là d'où les troupes sortent, les troupes orques du Mordor. Fait que finalement, ils sont cachés en repli dans une position stratégique militaire qui s'appelle Minas Tirith. Puis quand on regarde le Seigneur des Anneaux, la grosse ville du Gondor, c'est pas Osgiliath. Osgiliath, c'est des ruines. Je sais pas si tu te rappelles un peu de cette place-là. Est-ce que c'est là qu'il y a un affrontement? Oui, les orques arrivent en bateau, tranquillement, dans le silence. Exact, Là, puis ils attaquent. Bon, fait qu'il y a une grosse... Dans la version longue aussi du film, il y a une plus longue scène encore. Un gros affrontement avec Faramir, puis les troupes du Gondor contre des orques. Mais c'est des ruines. Ils sont en train de se battre dans des ruines. Il n'y a pas de ville, à proprement dit. Là. Mais rewind 500 ans, 1000 ans, cette ville-là, c'est un centre culturel et un hub de richesse. Donc, outre se nourrir, avoir une source d'eau, il y a aussi un sentiment de sécurité qui vient avec une ville. À un moment donné, la géopolitique, les conflits vont faire en sorte que, ben oui, ça prend de l'eau, oui, ça prend des terres, mais ça prend aussi des murs. Des fois, il y a des priorités qui changent. Exactement. Avec l'ennemi. OK. Fait que ça, c'est un exemple qui se passe dans la fiction, mais il y en a plein des exemples de ça dans la vraie vie aussi. Puis aussi, des fois, d'autres choses. Par exemple, si on regarde l'histoire de l'Arabie, de la péninsule arabique, une ville qui aurait du sens à devenir un grand centre, c'est Jeddah, par exemple. Est-ce que tu connais la ville de Jeddah? Je connais pas Jeddah. Jeddah, c'est sur le bord de la mer Rouge. Puis c'est vraiment c'est à mi-chemin de la mer Rouge entre la Méditerranée puis le Golfe Persique. OK. Et puis, Jeddah a cette particularité-là d'être sur la mer, mais aussi, si tu pars du nord de l'Égypte avec des biens, puis tu veux aller en Asie, les vents puis les courants te poussent vers le sud puis t'amènent exactement à Jeddah. Okay. Donc, c'est un point central pour le commerce. OK, c'est facile d'y arriver en bateau. Ouais, donc c'est une ville qui, naturellement, genre, textbook, c'était évident qu'elle allait devenir grosse et importante. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça a marché. C'est une des plus grandes villes de l'Arabie. Okay. Mais quand tu penses à Arabie, tu penses pas à cette ville-là. Fait que ça veut dire qu'il y a d'autres contre-exemples qui se passent en Arabie où ce que Jeddah, c'est pas la plus grosse ville. Mettons, si je prends Médine ou la Mecque, sont des grandes villes aussi. Puis eux autres, ils n'ont rien pour elles. Ils sont en altitude, loin du cours d'eau. Puis en général, c'est pas une position qui est avantageuse pour devenir un grand centre. Est-ce que la Mecque, c'est le fait que ce soit un lieu de pèlerinage qui fait que c'est super développé? Puis... Exactement. Puis Médine aussi. Médine puis la Mecque sont les deux villes les plus sacrées avec Jérusalem, là, mais pour des raisons historiques. Mais dans l'islam, c'est les deux villes les plus sacrées de l'histoire du prophète. Fait que, clairement, ces villes-là, c'est des raisons religieuses qui ont fait que c'est devenu des grandes villes. Ouais. Puis si tu regardes Riyad, qui est la capitale, elle a absolument rien pour elle. Elle est en plein milieu du désert, puis il n'y a rien qui est juste comme sur une route commerciale plus ou moins efficace anciennement, mais aujourd'hui qui est devenue plus efficace dans l'ère industrielle, entre le comment ça s'appelle, le golfe d'Aman. En tout cas, je suis pas sûr comment ça s'appelle, je suis un peu mélangé, mais entre le Koweït, Qatar, Bahreïn, puis les Émirats arabes unis du côté est, puis la mer Rouge du côté ouest, c'est comme à mi-chemin entre les deux. Fait que c'est une route commerciale, mais ça passe en plein milieu du désert. Fait que c'est même pas une bonne route commerciale. La seule raison pour laquelle Riyad est devenue la capitale, c'est que c'était un territoire neutre pour tous les peuples que l'Arabie Saoudite allait rassembler. Okay. Les Saoudis, la famille Al Saoud, venait de Riyad. Fait qu'eux, ils ont fait « c'est notre petit village natal, puis c'est neutre pour les tiers partis puis les autres intérêts dans la fédération qui va avoir lieu. » Fait qu'on en fait la capitale du royaume. Ah ouais. Fait que c'est vraiment pas des raisons géographiques, c'est des raisons comme de siège de l'autorité, puis c'est tout. Puis de neutralité dans les... Classe dirigeante, influence. Exactement. Fait que tu sais, je trouve que l'Arabie Saoudite, c'est quand même un drôle d'exemple dans, genre, les villes qui devraient être efficaces le sont pas, puis c'est pour des raisons spirituelles, géopolitiques, et non pas des raisons purement géographiques. Ça amène aussi beaucoup de jus créatif, parce que là, déjà, mettons qu'on invente une ville, ben, l'aspect, le premier truc que tu as nommé, c'est la nourriture, l'eau. Ouais. Après ça, on a la géopolitique, les conflits. Puis là, on a après ça la religion. C'est un lieu est sacré. Puis après ça, on a les jeux d'influence, les jeux de pouvoir. Exactement. Cool. T'as vraiment ça, là.
aussi dans l'urbanisme, dans la façon que la ville est développée. Par exemple, une ville se développe normalement autour des centres qui sont des intérêts pour le peuple ou pour les dirigeants. Mais mettons, Babylone était une ville hautement hiérarchique. La hiérarchie sociale, c'est ça qui est le plus important, que le petit peuple reste à sa place, que les esclaves restent à leur place. Fait que la ville, il y a une ziggourate centrale. La ziggourate, c'est comme un temple, Oui. mais en même temps, c'est le siège de l'autorité parce que c'est les grands prêtres qui sont genre un peu au top avec l'empereur, Ils sont en charge. Ouais. avec le roi de Babylone. Fait que la ziggourate est toujours visible, peu importe t'es où dans la ville. Puis c'est ça l'objectif, c'est que les gens se sentent opprimés constamment. Ah, Fait que ouais. ça, pour moi, c'est du bon jus, là. Ben oui. C'est une bonne façon après ça de réfléchir à toi, comment dans ta ville fictive. Ouais, les sens, hein, le regard des gens qui y habitent va être posé sur quoi? Les odeurs. Les odeurs, c'est tellement important quand tu développes une ville. Là. Quand tu veux, toi, t'es un rôliste, puis en tant que maître de jeu, clairement, tu veux communiquer les odeurs à tes joueurs. Quand ils sont en ville, ça sent pas frais. Ouais, Là. ouais. Mais c'est drôle parce que moi, j'avais vraiment pas pensé à cet aspect-là en me préparant, puis c'est vrai que c'est une question à te poser. La première chose que tu vas voir quand tu vas sortir de chez toi, quand tu habites dans cette ville-là, ben il faut que ça ait une signification. C'est quoi tu dirais, nous, à Montréal, quand on sort dehors? C'est quoi? Ça stade olympique. dépend t'es où à Montréal. Ouais. Ah, Le Mont-Royal. Le Mont-Royal, ouais. Le Mont-Royal, le stade olympique. Mais... Puis les odeurs aussi, ça dépend t'es où à Montréal. Ouais. Il y a des places qui sentent plus New York que d'autres. Ouais. Mais oui, fait que, tu sais, des choses qui sont un peu atypiques ou contraires à pourquoi une ville existerait ou comment la ville se construirait. Par exemple, pour Babylone, c'est vraiment une raison de hiérarchie sociale. Là où, mettons, à Athènes ou à Rome, c'était la grégarité qui était le plus important. Fait que tout est centré autour de l'agora. L'appareil démocratique. Du forum de Rome. Ouais, l'appareil démocratique. Ou encore le Colisée, qui est pas loin non plus. Fait que ça, c'est les éléments centraux. Puis il va y avoir, par exemple, une plaza. T'avais ça aussi, mettons, à Teotihuacan, dans le monde pré-aztèque, Ouais. en Amérique centrale. Puis aussi Teotihuacan, ou par exemple le El Mirador, qui est une cité maya au nord du Guatemala, dans Petén. Dans ces deux-là, la ville a été construite puis planifiée selon l'astronomie, en fonction de voir tel astre se lever dans telle direction, puis tel astre se coucher dans telle autre direction, parce que c'était des peuples qui vénéraient puis avaient beaucoup, beaucoup d'intérêt puis de respect pour le monde céleste. Les hérétiques. Oui, il n'y a pas d'affaire. fait qu'ils construisaient en fonction d'être vis-à-vis des trucs dans la carte du ciel. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut vraiment intégrer. Ben oui, tu veux faire un peuple de devins, puis des trucs de divination, whatever. Clairement, ils font ça. Là. Puis le temple, il est dirigé pour que quand le soleil se lève, ça affiche une ombre. Puis l'ombre fait la forme du dieu parce que tu as fait une statue qui est un peu... tu as érigé une statue qui a une forme complètement absurde. Mais quand le soleil l'éclaire, l'ombre fait la forme du dieu. Des choses comme ça, c'est quand même cool. Moment, là, tout d'un coup, on a... Ouais, c'est ouais, cette ombre-là qui se dessine. Clairement, ça, c'est le moment de la messe. Ouais. Fait que là, ça fait une réunion de tout le monde sur la place publique pour aller voir la fameuse ombre du dieu, tu sais. Ou des choses comme ça, c'est vraiment cool de travailler dans ce sens-là. On n'a pas un peu perdu ce sens, là, je veux pas faire mon gars qui est dans le bon vieux temps, c'était comme ça, mais on n'a pas un peu perdu ce sens-là avec l'industrialisation un peu? Oui, parce que les priorités ont changé. On a repensé les villes pour être efficaces, puis... mais aussi, c'est qui pensait les villes à cette époque-là? C'était des gens qui créaient ça. C'était les érudits de l'époque, mais c'était pas pour que ça soit genre utile aux citoyens. C'était pas fait pour que le citoyen moyen ait une belle journée puis que sa vie soit plus facile. Ouais. C'était fait souvent en considération pour que le citoyen moyen, puisse vénérer le dieu local et donc qu'il y ait une belle après-vie. Je pense pas qu'un urbanisme moderne
prend ça en considération beaucoup quand vient le temps de placer des artères puis des... Non, c'est sûr que non. En tout cas, il y a peut-être une coupe d'étranges. À Montréal, la rue Saint-Joseph là, a été faite en fonction de pouvoir... Non. J'essaie de créer de quoi, mais oui, finalement, mettons, les premières villes qui ont émergé en Chine archaïque, là, mettons Banpo, qui est sur le fleuve Jaune, qui est supposément la première ville de la Chine, c'était la géomancie, le critère principal, le feng shui. Ah ouais, ok. Il faut que la ville soit feng shui. Points cardinaux. Ouais, puis ça a quand même resté dans la culture de la Chine, puis dans la culture de planification urbaine, confucianiste aussi, puis etc., de tout placer en fonction que les choses soient géomantiquement... Arrangé. Oui, ok, c'est une belle phrase, ça j'aime ça. Oui, ça fait plaisir. Ouais. Là, je sais pas, je veux pas te devancer dans tes notes, mais à partir du moment où les civilisations ont accumulé du confort, où on a des grandes portions du monde qui vivent pas de misère, de famine, de guerre, ben là on commence à avoir des gens qui voyagent, qui font du tourisme, puis tout d'un coup, on a des centres urbains qui se développent. Pas parce qu'il y a de la nourriture, pas parce que c'est une terre sacrée, pas parce que on l'aligne pour les astres, mais parce qu'on veut que ce soit beau. Oui. Puis on veut que le monde vienne dépenser leur cash. Puis on a comme des trucs comme Dubaï ou... Oui, ben ça, de nos jours, on en a beaucoup. Mais ça a toujours existé. OK. Ça a toujours existé. Il y avait toujours une classe d'élite qui pouvait se permettre la villégiature. Fait qu'il y a toujours eu des hauts lieux de villégiature que tu regardes un peu sur une map et tu dis, mais ça n'a pas de bon sens vraiment qu'il y ait ça à cette place-là. Logiquement, ça serait un petit village, mais parce que le paysage est magnifique, c'était un lieu où allaient se rencontrer les gens riches et célèbres de leur époque. Ouais, Dubaï, c'est comme celui de notre époque, numéro 1. Il y en a plein d'autres. Je veux dire, Orlando... Ouais. Tu sais, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'Orlando existe sur une map puis qu'il soit gros puis important de même. Comment ça se fait qu'on connaît Orlando? Tu sais, c'est pas supposé être connu, c'est juste à cause de Walt Disney. Même Vegas, là. Ouais, Vegas va à l'encontre de bien des affaires aussi. Hein. Là, t'es obligé de penser à ta logistique d'approvisionnement en eau, puis... Ouais. Ça devient vite un problème quand on fonctionne avec des nombres en termes de population aussi élevés. Tu sais, quand t'as 10 000 personnes, c'est pas tant de questions. Quand t'as 100 000, tu commences à poser la question. Mais dès que tu passes le million, puis que t'es en plein désert, Riyad puis Las Vegas deal avec les mêmes problèmes de nos jours, là, d'approvisionnement en eau, puis de comment on fait pour avoir... ben, ils n'ont pas les mêmes solutions non plus. Je sais que Riyad rush beaucoup, mais Riyad s'arrange avec du pétrole pour comme transformer le pétrole en cash, le cash en eau. Exactement. Ouais. Et il y a beaucoup d'importations d'eau. Ah, c'est sûr. Ah oui, ben juste ça c'est du bon world building. Là. Si t'es pas capable de la bonne démiurgie, dis-je, si t'es pas capable de subvenir aux besoins des citoyens de ta ville, ben il y a une façon. Puis cette façon-là, ben elle fait juste te créer plein de potentiel d'histoire. Là. Puis il y a aussi un autre lieu d'apparition qui est naturel, qui est juste quand tu as un point, une halte sur une route commerciale, ça devient naturellement une grande ville. Mais si la route commerciale s'éteint puis devient moins populaire... Genre si je fais un chemin de fer une couple de kilomètres à l'ouest. Ou si un chemin se libère... Mais, OK, je prends un exemple de la vraie vie. Mettons, la route de la soie était super importante et passait à travers l'Asie centrale. Fait qu'il y a une ville en Ouzbékistan qui s'appelle Samarkand, qui était comme un grand spot important. De nos jours, Samarkand... ville moyenne de l'Ouzbékistan, c'est pas dans le top 10 des villes qu'on nomme quand je dis nomme-moi une ville. Puis c'est juste parce que la route de la soie a perdu en importance, puis là on est rendu bien plus tard. Puis pourquoi elle a perdu en importance? Parce qu'il y a une nouvelle route des épices qui s'est découverte en bateau par l'océan Indien. Beaucoup plus efficace. Fait que là, t'as des montées puis des chutes de milieu urbain, puis d'efficacité d'un milieu urbain, de la même façon que tu as des montées puis des chutes d'un empire ou à travers le temps. Port-Royal, qui était en Jamaïque, était la ville la plus intense de toute l'Amérique pendant ses 37 ans d'existence avant qu'il y ait un tremblement de terre puis qu'elle soit engloutie comme l'Atlantide. Tu sais,
des fois, tu vas créer quelque chose dans un milieu urbain pour ton monde, puis le milieu urbain lui-même, il peut être éphémère. Tu peux lui créer un début, puis peut-être que l'histoire se passe pendant la chute, puis tu peux travailler avec ça, faire de la ville un personnage qui a un arc narratif. T'sais. La catastrophe naturelle, c'est quand même intéressant. Ouais, aussi, c'est quand même là, cool. comme impact sur ta ville. Là, on le vit beaucoup en ce moment dans l'actualité. Là. C'est des choses horribles pour les gens qui touchent de près ou de loin, mais reste que d'un point de vue de création, c'est super inspirant de mettre ta ville, de la tester contre un désastre naturel ou même un désastre surnaturel. Oui. Nous, on pense à tremblement de terre, inondation, à la limite, météorite, mais ça peut être surnaturel. Ouais. OK, on a beaucoup de choses à... Puis tu sais, à déballer. Ouais. Là. Puis dans la vraie vie aussi, moi j'aime bien revenir aux cités-états du monde antique parce que mon setting, mon cadre narratif dans lequel je travaille, Gadin, se place un peu dans le monde antique. Fait que je veux souvent revenir là pour m'inspirer. Puis dans mes recherches, rapidement, une des premières fois que j'ai trouvé sur les premières cités-états, celle qui était, mettons, à Sumer, sur le bord de l'Euphrate, Uruk, Ur, puis Eridu, en tout cas, sont des villes qui ont un mode classique. T'sais, c'est une vallée fluviale, irrigation, etc. T'sais, tout est là, mais aussi de la façon que la ville a émergé à travers ses structures de pouvoir. Ouais. C'est très vanille. Là. C'est vraiment... Il y avait un roi, puis... Fait que c'est des exemples qui placent un peu le terrain pour quelque chose d'un peu classique. Fait qu'on est loin d'avoir une magocratie, là, puis des choses comme ça. Fait que, mettons, je regarde ces cols de figures-là pour me donner un ground level. Les avantages pour ces gens-là, pour ces peuples-là, d'aller se rassembler en une ville, c'était la réduction des coûts de transport, les échanges d'idées qui pouvaient se créer, et donc le partage des ressources naturelles, mais aussi le partage du commerce. Puis il y a une spécialisation qui se crée dans l'artisanat ou les expertises, et donc les gens peuvent avoir des jobs qui sont pas des jobs je fais de la bouffe pour nourrir ma famille, mais je fais un produit, je le vends, puis j'achète ma bouffe. Fait que là, il y a un commerce, il y a une économie qui se développe, tu sais. Fait qu'on passe d'une société de fermiers à une structure plus complexe, genre j'ai un cordonnier, j'ai... Oui, puis là, tu vas avoir... Ouais, c'est ça, un fer-blantier. Fait que tu vas avoir une ville que le fer-blantier est super bon, puis il a développé des nouvelles techniques, puis une autre ville que c'est le tisserand. Et donc là, il va commencer à y avoir des échanges entre les villes où ce que je fais comme pourquoi j'aurais du tissu, j'aurais du linge de mon tisserand local qui est pas bon quand genre le marchand ambulant arrive avec les trucs du tisserand de l'autre ville, puis lui il est super bon. Fait que là il commence à avoir plus d'échanges, puis ça crée la civilisation parce que tu vas avoir des cités-états qui sont pas pareils, mais plus le temps passe, plus qu'il y a d'échanges comme ça. C'est des échanges économiques qui deviennent des échanges culturels. Puis finalement, on dit, on est la Mésopotamie, puis on est Sumer, puis coudonc, on est-tu un empire? Oui, on est l'Empire acadien. Puis là, tout à coup, ils appellent ça l'Empire acadien, puis il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis l'empereur, puis tout le monde fait comme, bravo! Puis, c'est vrai que ça se passe, je te jure. Ça me semble être une simplification, mais c'est correct qu'on aime ça quand c'est simple. Fait qu'après ça, se développe de l'ingénierie civile. Puis là, ça devient intéressant aussi. Tu sais. Les rues et les routes commencent à être planifiées, possiblement un aqueduc, des égouts. Ça change complètement la réalité parce qu'une cité-État avec 400 000 personnes du monde antique, ça a bien des problèmes. Puis, entre autres, les égouts sont comme problème numéro 1. Donc, on revient aux odeurs. On revient aux odeurs, mais surtout aux maladies. Oui, ben oui. Puis aussi aux infestations des rats, des d'autres. La vermine en général. Ouais. Fait que toutes ces choses-là se développent. Je pense pas que les égouts, le système d'assainissement, se serait développé s'il n'y avait pas eu d'urbanisme. Ouais. Il n'y a pas de raison dans un petit village d'inventer ça. Fait que ça crée un moteur pour l'invention puis l'ingéniosité humaine ou... peu importe l'espèce qui domine dans ton univers inventé. Exactement. Ouais. Je ne veux pas faire du spécisme non. Surtout que moi-même, je travaille avec des anthropomorphes. Exact. Mais c'est ça, fait un contre-exemple à toutes ces villes-là que j'ai trouvé vraiment cool, puis je vais finir avec ça, c'est, puis je vais essayer de bien le prononcer,
Çatalhöyük. Ah, OK. Çatalhöyük, en tout cas. Bon, c'est pas moi qui va te corriger sur ta prononciation. Possiblement la plus ancienne ville du monde. Ah, OK. En Anatolie, c'est-à-dire en Asie mineure, là, dans le sud de la Turquie, un site protégé par l'UNESCO aujourd'hui, puis qui s'est passé dans le temps. Tu sais, la plupart des cités-États, on parle des années, les premières, des années moins 5000, OK. mais elle, on est en moins 8000. Là, tu sais. OK. Donc, on est un peu plus tôt dans le temps. Et puis, les études que l'archéologue Ian Hodder a faites dans les années 50, si je ne me mélange pas, ont amené à... Ah non, je mélange avec un autre. C'est peut-être pas les années 50, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, ont amené à regarder un peu c'est quoi cette ville-là, parce que c'est un site archéologique qui a été découvert. OK. Fait qu'on s'entend, il n'y a personne en ce moment qui habite là, qui... Non. OK. Mais la façon que les infrastructures sont faites était différente de toutes les autres. Puis finalement, les conclusions qu'on tire, puis que la communauté scientifique est pas mal d'accord avec ça, mais encore là, je veux le dire, On n'est pas des scientifiques. on n'est pas des scientifiques. On n'est pas des urbanistes, on n'est pas des archéologues. Non, on est genre deux gars dans un garde-robe avec un micro. C'est ça. OK. Mais ce qui est intéressant avec cette ville-là, Çatalhöyük, c'est pour 10 000 personnes, il n'y avait aucun pouvoir central. Il y avait une équité des genres. Il y avait une égalité économique avec pas de système de caste. En général, on décrit le système politique qu'il y avait là comme étant anarcho-communiste. Oh. Il y avait une absence d'appareil étatique, une absence de guerre et de rares violences internes, genre du petit crime, mais très, très peu. Et en général, il était éco-conscient. Donc, ça a souvent été présenté comme OK, c'est quoi l'utopie? Là? C'est quoi ça? Mais cette ville-là a complètement échoué à être pérenne dans le temps, à continuer. Okay. Une des hypothèses les plus fortes, c'est en contact avec n'importe quelle autre ville. Ils se sont fait détruire. Eh oui. Ah oui. Aïe, aïe. Ça, c'est une histoire que je trouve super intéressante. Ben, puis c'est une histoire qui est difficile aussi à délimiter. Là. Ça fait tellement longtemps, on se fie sur des théories, on se fie sur des trouvailles archéologiques. On n'aura jamais de véritable réponse. Oui, mais c'est, mettons, OK, un exemple de trouvaille, là, c'est les squelettes qui ont été trouvés avaient des petites déformations dans leurs hanches qui, pour la plupart des gens, ces déformations-là se forment quand on fait beaucoup de danse. Donc... mais il n'y avait pas de lésions au crâne ou quoi que ce soit. Fait que ça, très peu de violence, beaucoup de festivals. De danse. OK. Ouais. Ah, j'aime ça. Là, fait que c'est à ça que ça ressemble l'archéologie. Je trouve ça super intéressant. Là. Je lisais des articles scientifiques. Puis je suis pas du genre qui va lire des articles scientifiques pour le fun. Mais en lisant ça, j'étais comme c'est donc bien le fun. Des trucs auxquels j'aurais pas pensé. Qu'on fait des déductions quand même académiques et intelligentes sur c'était quoi le mode de vie de ces gens-là. T'sais. Man, imagine de vivre dans une telle utopie qui fait que tu danses tellement que les gens du futur sont capables d'établir que toi, tu dansais avec ton squelette. Ouais. Il y a quelque chose de capoté là-dedans. Là. Okay. Fait que, comment il s'appelle ce peuple-là, ces gens-là? Bon, c'est des danseurs. Ouais, OK. On va juste dire ça. Moi, je vais pas te faire répéter. La ville s'appelle Çatalhöyük. OK. Le plus je le dis, plus facile de le dire. Ben oui. Mais... Dis-le une autre fois encore. Çatalhöyük. Ah, ben oui. 10 sur 10. Hein, de plus en plus efficace. Ouais. Merci. C'est un nom turc en passant et je ne parle pas turc. Donc, merci à tous les turcophones qui écoutent comme du monde pour reprendre, s'il vous plaît, ma prononciation sur le Discord. Vous pouvez faire peser sur le micro puis prononcer comme du monde, Çatalhöyük. Ça fait le tour un peu de mon regard sur c'est quoi les villes. Mais dans ma recherche, j'ai trouvé un article de Michael E. Smith qui date de 2007 qui s'appelle Form and Meaning in the Earliest Cities, A New Approach to Ancient Urban Planning. Okay. Ça, c'est de l'anglais. Oui, ça c'est pas mal mieux que ton turc. Bon, I don't know. Okay. Mais c'est ça, ça fait partie comme des sources que j'ai utilisées, que j'inviterais les gens à aller là s'ils s'intéressent, mettons, pour l'écriture d'une œuvre de fiction ou préparer une ville pour un jeu. Si vous voulez vraiment aller loin, là, cet article-là donne beaucoup, beaucoup d'informations puis de détails sur comment
comment c'était fait. Comment là. commencer ta ville, puis comment la faire évoluer dans une ligne temporelle fictionnelle. Ouais. C'est vraiment pas Est-ce que c'est un un how-to. Là. ok. Non, pas du tout. C'est un article scientifique sur comment ça fonctionnait d'habitude, les villes anciennes, Ok. avec des cas de figure. Ces cas de figure-là donnent des très bons exemples, je trouve. Cool, hein? Ok, ben moi de mon côté, je vais totalement ailleurs. Plutôt que d'y aller dans la complexité, moi, tout de suite, j'ai toujours l'aspect jeu de rôle qui revient. Puis pour moi, un des jeux qui réussit le mieux à faire la ville, puis qui réussit le mieux à faire en sorte que tu te l'appropries, fait que tu es constamment dans du world building, même si le livre en tant que tel suggère une ville à utiliser, c'est l'incroyable Electric Bastion Land par Chris McDowell. Chris McDowell qui fait du matériel hallucinant, même au niveau de ses choix de game design, c'est toujours dans la simplicité, c'est toujours très accessible. Puis la ville pour les rôlistes, je sais pas si tu as mon expérience, mais c'est quelque chose qui est devenu dans l'histoire du jeu de rôle un lieu d'aventure, un potentiel lieu d'aventure qui est toujours un casse-tête un peu pour le maître de jeu à runner, parce que ben là, dans une ville, comment tu fais ça, la navigation? Est-ce que tu identifies chacune de tes rues? Est-ce que tu sais partout dans ta ville qu'est-ce qui se trouve à tel coin de rue? Qu'est-ce qu'il y a là? Si les joueurs ont besoin de ça, où est-ce qu'ils peuvent le trouver? Fait que plus ta ville grossit, plus ça devient un centre urbain dominant, mais plus c'est compliqué finalement de créer ça. Puis le concept de Electric Bastion Land, c'est que c'est la seule ville qui compte. C'est une immense cité. Puis le livre propose une façon de peupler ta partie, de peupler ton jeu, qui donne l'impression aux joueurs que ta ville est infinie, mais en fait te donne un minimum de travail à faire. Fait que si tu permets, je peux peut-être t'expliquer comment ça fonctionne. Donc la ville du jeu s'appelle Bastion. Puis plutôt que de mettre une carte de la ville, d'avoir des splatbooks qui expliquent dans tel quartier, on a telle chose, un peu comme on avait pour Donjon Dragon 3.5, là, chaque ville avait son livre, voire une série de livres. On y va seulement avec des principes. Puis avec ces principes-là, le but c'est que ta ville soit toujours cohérente. Fait que le principe c'est que on y trouve tout le temps. Tout est compliqué et tout est partagé. OK. Fait que tant que tu suis ces principes-là, ta ville fonctionne. Ça continue. Qu'est-ce qu'on veut dire par tout est partagé? Tout ce que tu trouves, puis tous les gens que tu essaies de trouver sont rattachés ensemble ou à d'autres personnes d'une certaine façon. Puis on retrouve tout. Fait que dans le jeu, il y a différentes factions, il y a différentes sortes de créatures que tu peux trouver, mais ils sont toutes là dans la ville. Il y a des gens, des monstres, des extraterrestres. Puis si toi, dans ton jeu, tu veux y ajouter d'autres choses, c'est là. C'est ultra cosmopolite. Personne ne sait c'est qui est en charge. Tu vas voir, il y a un petit côté Brésil. OK. Ouais. Tout ce que tu trouves dans ta ville doit répondre à une règle de 3. C'est-à-dire que tout a trois utilités. L'utilité originale, fait que la chose pour laquelle c'est fait. Fait qu'un bâtiment, mettons, je sais pas moi, une usine qui fait des souliers. Je sais pas pourquoi je m'en vais dans Jumanji, mais je m'en vais dans Jumanji. Ouais, allons dans Jumanji, Ouais. je veux dire. L'utilité actuelle de ce lieu-là. Fait que oui, c'est fait pour faire des souliers, mais en ce moment, ça sert à faire quoi? Fait que là, ça, il faut que ce soit d'autres choses. Est-ce que c'est un squat? Est-ce que ça a été refait pour faire l'industrie a changé, puis maintenant on fait des armes? Puis, c'est quoi l'utilité tangente? L'utilité secondaire actuelle? Fait que oui, les gens ont rénové cette usine-là pour fabriquer des armes plutôt que des souliers, mais aussi il y a une autre utilité qui est un peu plus secrète, qui est en arrière-plan. Fait qu'est-ce qu'ils arment secrètement les rebelles? Mm-hmm. Fait que là, à chaque fois que tu construis quelque chose, il faut que tu y trouves 3 utilités. La ville est divisée en quartiers. Normalement, ton aventure va se passer dans un quartier, puis le livre t'aide à designer un quartier. Donc, chaque quartier est construit sur une industrie ou un héritage, mais tout le monde a quelque chose d'autre sur le feu. Là. Fait que si tu vas voir le marchand de potions, le marchand de potions, il a un scheme pour toi, il fait quelque chose d'autre. Il participe pas à l'industrie de son quartier, il fait quelque chose en parallèle.
On a encore toujours la règle de 3 là-dedans. Les conseils de ville, ils font de l'interférence dans tout, mais ne sont pas vraiment en contrôle de quoi que ce soit. Quand tu cherches c'est qui le responsable, tu as de la misère à trouver. Tout est taxé. Il y a toujours une option publique gratuite, mais la qualité de l'option publique gratuite va être variable. Fait que tes joueurs cherchent un mercenaire qui est spécialisé, je sais pas moi, dans l'entrée par effraction. Bon, parce que personne dans le groupe est capable de faire ça. Mais tu peux aller engager quelqu'un puis le payer, mais il y a comme le bureau je sais pas moi, le bureau de chômage où tu peux trouver quelqu'un qui va faire ta job gratuitement, mais il va venir avec un paquet de défauts. Là. Ouais, fait que ça répond à l'élément que tu as donné au début qui était on peut tout trouver. Ouais. Ben, on peut tout trouver, mais ça veut pas dire que ça va être une version qui est efficace et bonne. Ouais, parce que c'est un jeu de rôle, on veut créer de la tension, on veut créer du conflit, ou on veut créer des situations qui vont faire réagir les joueurs. Fait que s'ils ont tout le temps facilement, ben c'est plate. Ben oui. Il y a des conseils en fait, des factions. Exemple, les syndicats, les conseils municipaux, les associations, les organismes... Genre les guildes. Exactement. Ouais. T'as tout ça là-dedans. Il y a un certain côté de modernité qui vient avec ça. Ça s'appelle Electric Bastion Land parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est en train d'essayer de rendre quelque chose électrique. L'électricité commence à arriver. Fait que tout ce qu'on a déjà, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais mettons que j'utilise l'électricité, comment je peux l'améliorer? » Fait que là, ça te donne un genre de potentiel un peu... Pas steampunk, mais electric punk. Tu sais, Ouais. Il y a tout le temps quelqu'un qui a besoin d'aide parce que j'ai besoin d'un capaciteur qui... Bon, fait que beaucoup d'aventures. C'est quoi, Julien, un capaciteur? Ah, là... Ça donne de la... De la capacité? OK. C'est un anglicisme, capaciteur? Je sais pas. Okay. Je sais pas c'est quoi, Non, je connais pas l'électricité. On n'est pas archéologue. On n'est pas... Électricien. On n'est pas urbaniste, on n'est pas électricien. C'est ça. Exactement. Il y a même une procédure pour faire une... Ah oui, il y a aussi la dernière chose super importante, c'est que la ville est vivante. Pas au terme où on va jouer dans ce mystère-là, pourquoi la ville est vivante, mais plus dans l'ordre d'idée que si tu sors d'un quartier, mais la fois que tu vas revenir, ce sera plus pareil. Il va y avoir quelqu'un qui va avoir construit quelque chose, démoli quelque chose, remonter quelque chose d'autre ailleurs. Puis des fois, tu vas arriver dans un quartier, puis ce quartier-là, personne ne sait depuis quand il est là, puis personne ne sait c'est qui l'a fait. Ouais. La ville, elle a comme ce genre de capacité-là de juste comme... Elle a des états de jeu différents quand t'avances dans ton histoire, à un moment donné, tu te déplaces, tu reviens. Mais quand tu dis ça, ça veut dire que les joueurs sortent du quartier. Tout à l'heure, tu as dit le but, c'est que tout se passe dans le même quartier. Ben, moi, je te dirais une séance ou un enchaînement de séances, 3-4 games. Là. Mm-hmm. On peut faire ça à l'intérieur d'un quartier sans problème. Mais oui, évidemment, les joueurs vont voyager d'un quartier à l'autre. Là. Ouais. La façon de cartographier aussi est très simple. C'est seulement la route principale puis quelle intersection principale. Puis évidemment, il y a des raccourcis. Sauf que les raccourcis viennent toujours avec un contretemps. Mm-hmm. Fait que tu payes le prix de décider de prendre un raccourci. Les gens de ce quartier-là les connaissent, les raccourcis, mais toi, quand tu arrives dans un nouveau quartier, ben, tu risques de t'en tenir aux artères principales pour le mode de transportation qui va être le plus pratique pour toi. Fait que, ouais, super belle façon de faire une ville. On est dans le total opposé de, mettons, je sais pas moi, Waterdeep. Ouais. Pour Donjon Dragon, que là, on va avoir un livre juste pour ça, puis des centaines de cartes, puis quel magasin, puis c'est qui le propriétaire de ce magasin-là, puis c'est qui. Non, là-dedans, on te dit, on te donne les lignes directrices, comment faire ton quartier, puis c'est toi qui va le peupler avec ce que tu as de besoin. Moi, ça me rappelle peut-être plus dans une approche microscopique ou par personnage, c'est que ce qui est en contact avec tes personnages, tu le définis bien. Le reste, ça reste du flou puis du feeling, tu sais, une idée générale de comment la ville bourdonne puis vit. Mais t'as pas besoin d'avoir une carte complète de tout parce que sinon, surtout avec une ville immense comme ça, ben c'est impossible. Ce serait impossible. Puis probablement qu'il y a un conseil de ville qui a essayé à un moment donné de cartographier toute la ville, mais il est arrivé quelque chose de compliqué. Puis, pour vrai, Brésil, c'est une inspiration. Ils disent aussi de t'inspirer de la ville qui est la plus proche de toi, la ville que tu connais le plus. Pour remplir justement ce flou-là, nous ici, tout le monde connaît Montréal dans le coin, fait que tu t'inspires de ça. Ce qui est la règle 0, ben, gars, c'est comme la ville que tu connais, c'est comme Montréal. Puis tu dis que la ville est immense. C'est pas défini, ça non plus. C'est juste, en général, c'est une très, très grande ville.
Ouais. avec des quartiers infinis. Est-ce que les gens sortent de la ville? Ouais, il y a toutes les... eux, ils appellent ça le Deep Country, la campagne profonde. Est-ce que le livre dit genre, hey, en passant, là, c'est un jeu de ville, qu'est-ce que tu fais à sortir de la ville? Non? Okay. Non, il te suggère 3 lieux d'aventure, puis il y a égal de couverture dans le livre. Fait que la ville, c'en est un. Il y a le Deep Country, qui est ce qu'il y a autour, puis ils ont la même approche. On y va dans toute simplicité, on donne les lignes directrices. Je pense que le Deep Country, de mémoire, plus tu t'éloignes de Bastion, plus tu recules dans le temps. OK, ouais. C'est de plus en plus archaïque, les choses que tu trouves. Mais il n'y a pas d'électricité, là. Non, c'est ça. Puis t'atteins jamais une autre ville. Bastion, c'est la seule ville. Ah ouais. Il y a un petit peu de mystère entourant pourquoi Bastion, c'est la seule ville. Puis plus tu t'éloignes de Bastion, plus les gens s'en foutent de Bastion. Ça fait penser au concept d'une œcuménopole. Ah, éclaire-moi. Tu sais, genre comme Coruscant dans Star Wars. Ah ouais, OK. Tu sais, une planète-ville. Ouais. Où t'as rien d'autre qu'une ville. Ben, en fait, non, parce que là, il y a plein d'autres choses qu'une ville, mais mettons, dans... Je vais prendre un exemple que tu vas pas aimer. Dans le vieux film de Mario Bros. Oui. Le monde parallèle. Oui. Il y a une ville, Ouais. puis c'est tout. Le reste, c'est du désert partout autour. Exact, ben oui, c'est vrai. Non, je l'adore, moi, ce film-là. Ah oui? Au contraire, ben oui. OK. Une autre chose à mettre sur notre liste de World Builder. À remarquer que Bob Hoskins est dans ça et dans Brésil. Oui. Fait que juste... Ouais, non. Oui, c'était pas prévu, mais Bob Hoskins, ouais. Mhm. Je pense pas qu'il aimait ça jouer dans Mario, lui. En tout cas, on en reparlera. On fera un épisode spécial sur Mario. Ça Sur vaut Bob la peine. Hoskins. Ah, sur Bob Hoskins. Et sa carrière. Oui, ben oui. Et on va en faire un autre sur John Leguizamo, juste pour le fun. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a le Deep Country. Puis, il y a le Underground, qui est fait par les machines. Fait que t'as un lieu un petit peu plus donjon classique. T'as un lieu sauvage, qui est le Deep Country. Puis t'as un lieu urbain, qui est Bastion. Mhm. Fait qu'il t'offre les 3 avenues. Les 3 ont le même genre de couverture. Mais c'est l'urbanisme qui ressort beaucoup d'Electric Bastion Land, parce qu'évidemment, on veut que ça se passe dans ce ville-là. Puis toute la saveur vient de la description des classes, entre guillemets. Fait qu'à l'entrée du livre, ce que tu as, c'est 100 carrières échouées, 100, ils appellent ça failed careers. Mhm. Puis c'est ce que ton personnage faisait avant de devenir un aventurier. C'est bon, ça. Fait que c'est comme un background. Tu peux décider, puis ça lui donne une expertise qu'il va pouvoir mettre à profit dans genre ses aventures. Exact. Puis il y a beaucoup de saveurs dans chacun de ces 100 backgrounds-là. Ça vient-tu avec genre des contacts dans la ville, puis des choses comme ça? Ça vient avec des contacts dans la ville, ça vient avec à qui tu dois de l'argent, ça vient avec c'est quoi ton inventaire. Puis il y a toujours 2 petites phrases propres à chaque classe qui vont déterminer avec quel équipement puis quel pouvoir tu vas commencer. Sauf qu'il y en a 100, puis les 100 sont différents, puis les 100 offrent une vision un peu sur la ville. Parce que là, je viens de tourner la page, j'ai le background numéro 7, puis c'est un bourreau qui travaille pour l'État. Fait que toute ta job, c'était d'exécuter du monde. Ah Fait ouais? que là, déjà, on voit que il y avait des exécutions dans Bastion. Un explorateur perdu. Fait que c'est tellement gros que toi, tu peux décider que si tu fais de l'exploration urbaine, tu te perds dans Bastion. Il y en a un qui c'est un juge de rue. Parce que l'appareil judiciaire de la ville est tellement dysfonctionnel que c'est rendu qu'à la Judge Dredd, dans les rues, il y a des juges qui vont aussi servir de police puis qui vont aussi servir la sentence en pleine. Fait qu'on sent, on sent l'influence de... Ben, tu parles de Judge Dredd puis de Brésil, mais en général, ce concept-là là, de l'État tellement omniprésent que finalement, il est absent. Ouais. Puis tout, c'est une bureaucratie qui est comme kafkaïenne puis impossible à comprendre. T'sais. Ouais, exact. Je trouve que c'est cool comme feel pour un cadre narratif. Ouais, pour vrai, je le conseille. Je mettrai je mettrai une petite... Puis le livre, il est vraiment beau. C'est une œuvre T'as d'art. amené le livre, puis... C'est une œuvre d'art, puis Chris McDowell blog vraiment de façon régulière, fait qu'il écrit des articles sur c'est quoi l'essence de jouer un jeu de rôle. Il va parler de d'autres jeux, il va parler de ses choix mécaniques. Non, pour vrai, je pense y revenir souvent. Cool. T'avais-tu autre chose que tu voulais nous partager? Oui. Il y a l'approche contraire aussi qui existe dans le jeu de rôle, qui est même omniprésente, c'est surtout la norme. Il y a une ville, moi, qui me vient en tête pour son originalité, puis c'est la ville de Charnes, qui fait partie de l'univers d'Héberon. Je sais pas si tu connais Héberon un peu. C'est un peu, mais vraiment, tu sais, moi, les univers préfaits de Donjons Dragons, je les connais un peu. Tout un peu. Charnes, ça me dit rien. C'est un univers qui a été créé par un gars qui s'appelle Keith Baker.
c'est un univers dans lequel, tu sais, ce qu'on disait l'autre fois avec Vincent Mauger, on parlait de la technologie avancée à un moment donné devient indistinguable. On peut pas La faire la magie. différence avec la magie, mais dans ce monde-là, c'est la magie, la technologie. OK. La magie basse, mettons, la magie accessible, la magie qui est pas excessivement puissante, là, elle fait partie de la vie de tous les jours de tout le monde. Fait qu'à la place de mettre tes vêtements dans une laveuse, ben, tu vas lancer un sort de prestidigitation qui va laver tes vêtements. Oui. Puis c'est le genre de commerce qui peut se faire aussi. À la place d'avoir un aqueduc, ben, tu peux aller voir un prêtre qui va juste faire le sort, qui crée de l'eau, puis là, ben, tu as accès à de l'eau. Puis dans cet univers-là, il y a ce qu'ils appellent des zones d'affinité. Puis c'est des endroits sur le plan matériel où il va y avoir une petite faille qui va tendre vers un plan élémentaire. Genre le plan de l'eau, le plan du feu, comment t'appelles ça, la cosmologie un peu, là? Ouais, plus de la cosmogonie. Cosmogonie. Tu sais, la géographie de ta métaphysique. Ouais, exact. Ouais. Donc, il y a comme un genre de multivers, finalement, qui comprend, c'est ça, les plans élémentaires, le plan où les gens vont après la vie, ou le plan où l'énergie négative s'accumule, ou l'énergie positive, bon, tout ça. Puis, il y a un endroit dans le monde qui a de l'affinité avec le plan de l'air. Toujours. Il a toujours eu ça, c'est historique. Cette affinité-là, elle était présente avant même qu'il y ait une ville. Puis ça a permis aux gens qui ont construit la ville de faire une ville qui est verticale. Ouais. Dans le fond, à la place de faire une tour selon l'architecture, selon l'ingénierie standard, mais là, tu pouvais faire une tour qui fait juste monter. Puis vu qu'il y a une affinité avec le plan de l'air, ben, la gravité ne réagit pas de la même façon. Les magies qui permettent de voler se font plus facilement. Fait que tu as une ville qui est vraiment construite de façon verticale, que c'est des tours construites sur d'autres tours. Puis là, quand il n'y a plus de place, on en construit une autre. Fait qu'elle prend pas beaucoup de place. Il n'y a pas d'étalement urbain. Tout se construit en hauteur. Tout est justifié par cet élément magique-là. Il n'y a pas de taxi, mais tout c'est un tapis volant. Ben, en dehors de Charnes, c'est un tapis volant normal, mais quand tu es à Charnes, c'est un char monté. Là. Ouais. Ta job, ça pourrait être que tu transportes du monde d'une tour à l'autre en tapis volant, ou il y a une panoplie de mages qui utilisent différents moyens de transport volants pour voyager les gens. Dès qu'on intègre de la magie ou déjà quelque chose qui n'est pas réaliste et naturel, on peut genre développer un concept pour une ville qui va vraiment ailleurs. Ouais. Ou parfois la technologie, comme tu dis. Mais tu sais, il me vient plein d'exemples en tête. Premièrement, Sigil dans Forgotten Realms, dans les trucs de... Ouais. Tu connais-tu? C'est comme une ville faite dans une tore. Ça existe comme entre les plans, puis c'est ça. rempli de portails. Oui. C'est comme c'est comme Berry-UQAM. Ouais, c'est le Berry-UQAM. C'est le Berry-UQAM de la cosmogonie. Exactement. Ouais. Puis c'est un anneau, là. La ville est comme circulaire, tu regardes au-dessus de toi. Puis, avec un peu de mélange de sci-fi là-dedans, je pense. Il y a comme une inspiration Stargate, puis sci-fi avec des villes anneaux, comme le truc de l'étoile à neutrons que Vincent Mauger avait. Le nom me revient pas, là, mais c'est pas genre Arch World ou... Halo. Halo aussi. Halo, mais tu sais, ça, Sigil, c'est un exemple, mais un autre exemple, c'est, mettons, dans Gun, qui est un manga, Alita Battle Angel, c'est le film qui a été fait là-dessus. Mais tu sais, où est-ce que tu as une ville dépotoir au sol, un immense ascenseur qui va genre dans une station en haute atmosphère, puis ça, c'est la ville des riches, tu sais. La ville des riches au-dessus, la ville des pauvres en bas. Ça, c'est un thème qui se répète souvent, là. Mais oui. Elysium a ça aussi, avec Matt Damon. Oui. Genre de ville artificielle où les riches vivent dans une utopie, puis... Tu vas avoir des trucs comme tu sais, les villes dans le ciel. Il y a ça dans plein de trucs. Le City in the Sky, entre... Bioshock 3. Bioshock, puis Zelda même, ça. C'est vrai. Puis après ça, tu vas avoir des villes sous-marines. Tu sais, mettons, Otogunga, la ville de Jar Jar Binks. Ah ouais. Une ville avec mais ça aussi, c'est un trope, là. Il y a ça. La 3e cité d'or, c'est une ville sous-marine de même aussi. Atlantide? L'Atlantide, c'est comme... Dans certaines œuvres fictives, survit en dessous de la... Tu sais, mettons dans DC puis dans Marvel, ça survit en dessous de la Terre, mais tu sais... En dessous de l'eau.
en dessous de l'eau, t'as raison. Je mélange souvent l'eau et la L'eau, terre, ce qui est pas pratique pour prendre Quand t'as un bon soif. grand verre quand j'ai soif. Oui, des villes sinon vraiment comme bizarres puis inventées. Je pense à Dark City. Oui. C'est vraiment c'est cool bon. parce que tout le système, c'est des gens qui contrôlent les... Hey, spoiler alert pour Dark City, là, Si t'as pas vu Dark City, paye sur pause, va Ouais. écouter Dark City, puis reviens. avec Kiefer Sutherland. Puis c'est qui l'acteur principal? Je replace jamais son nom. En tout cas, peu importe. Moi, je vois le gars qui joue Commode dans Gladiator. Mais C'est lui. C'est lui, pour vrai? Je pense que oui. Québec. Non, mais pas Commode. Pas l'empereur. Qui? L'empereur dans Gladiator, c'est-tu Commode? Dans Gladiator, l'empereur, c'est j'ai Joaquin dit- Phoenix. Ah ouais? Oh, oui. Ok, bon. Hey, je écoute, je vais sais prendre pas. ça pour du cash, mais continue ton idée sur Dark City. Mais tu te rappelles de Dark City? Le concept, c'est qu'il y a comme des créatures qui font du contrôle, tu sais, du mind control, du contrôle des esprits. Puis tous les humains qui vivent dans Dark City, c'est toujours la nuit, on sait pas pourquoi. C'est parce que sont contrôlés, puis ils peuvent pas sortir de la ville, Ouais. puis, etc. Fait que l'histoire que tu suis, c'est l'histoire d'un personnage qui s'en rend peu à peu compte que c'est louche tout ça. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est quand même une prémisse qui est assez simple. Mais si tu le joues bien, je me souviens, ça fait des années que j'ai pas vu ça, là, c'était à TQS tard le soir, ça jouait, là, j'étais un kid. Mais me semble que ça foutait la chienne. Parce que c'est toujours la nuit, tu comprends pas, c'est un hard-boiled detective, là, Ouais. tu sais, dans ce style-là, c'est très noir. Puis c'est ça, mais tout est dans l'urbanité, de la façon que c'est. Puis c'est juste par de la magie, finalement. Là. Ouais. Il y a, j'ai trouvé en passant pendant que Oui, tu puis- me parlais. Ben moi j'ai un truc, je mélange tout le temps Joaquin Phoenix avec ce gars-là. C'est le gars qui joue dans Chevalier. OK? C'est Rufus. Ouais, Sewell. C'est ça. Je pense mon dernier exemple de ville whack, Ouais. Toontown, dans Roger Rabbit. Ce qui Oh. nous ramène à Bob Hoskins. Ouais, encore. Encore. C'est, Mais- c'est notre nouveau Robin Williams. Ouais, on a passé vite à autre chose. Mais tu vois, Toontown, c'est un Hollywood dans Hollywood, habité par des cartoons, puis tout est fait en cartoon, puis absolument pas explicable. Mais wow, le mood qui est créé par ça, puis Ouais. l'effet d'une urbanité de bonhommes, de petits bonhommes. Selon les Vraiment règles des intéressant. petits bonhommes. Ouais. Ouais. Même je pense qu'il y a des maisons vivantes, là. Ouais. J'ai souvenir là. Écoute, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là, mais. Les chars aussi sont vivants? Ah non, ça non. Non, ça passe pas. Non, on passe pas. Non, Bumbo, non. Non. Je pense qu'on va garder ça pour une autre fois, puis on va se lancer dans notre petite création. Mon très cher Quentin, on est arrivé à Val-Terreur à la fin du mois passé, à peu près en même temps que les premières neiges. Excuse-moi de pas t'avoir écrit avant. Je suis juste pas bonne comme toi avec les mots, puis mes mains tremblent encore du choc de notre voyage. Au départ de la capitale, on était 5. 3 autres caravaniers, notre guide puis moi. Atteindre la jungle nous a pris 4 jours. 4 jours de chansons, de poèmes improvisés, de camaraderie. On a laissé nos bêtes de trait au passage sud. On a chargé nos sacs avec toutes nos provisions. C'était pesant, mais on n'avait pas le choix. Une roue de charrette, ça s'embourbe trop facilement dans la terre sombre et humide de la forêt vierge. Ça se passait bien, à part que Marcus, un des caravaniers, a commencé à se plaindre d'un trou dans sa botte. On l'amputait juste en bas du genou 19 jours plus tard, au passage nord. Notre guide aussi a décidé d'arrêter ça là. Sa famille vient toute de passage nord, et il nous rassurait que le chemin était facile à suivre. Ça fait qu'on est parti le lendemain à 3. Maximus, un jongleur du bas de la ville, Anna, ou Hannah, une barbare d'à peu près mon âge avec un pas pire latin, puis moi. Comme de fait, le chemin était facile à suivre. Puis comme de fait, on est arrivé au Colisée plus rapidement qu'autrement. Le Colisée, c'est laid, Quentin. Le Colisée, c'est pas d'autre chose qu'un trou d'à peu près 3 mètres de profond. Pas plus grand que la place de l'empereur avant qu'il refasse la statue. Ça sent la mort. Il y a des drains partout, mais la terre est rouge, puis ça sent quand même. Ça s'est su rapidement qu'on allait à Val-Terreur, qu'on s'est fait inviter à regarder les jeux dans une loge. Je t'épargne les détails, mais Maximus trouvait ça pas mal drôle de voir un barbare se faire la passe. Il s'égosillait, puis s'égosillait de plus belle, pendant qu'un bourreau préparait un bûcher. Anna, elle, n'a pas dit un mot. Elle a seulement recommencé à parler à une trentaine de kilomètres au nord du Colisée,
après avoir étranglé Maximus dans son sommeil. Puis seulement pour le maudire. Rendu là, on avait récupéré des bêtes autrement condamnées au jeu, puis on filait à vive allure vers les galeries. On nous avait dit qu'un édificier nous attendrait là, mais je croyais pas vraiment. J'en avais jamais vu, puis je doutais encore de leur existence. S'il y a un moment que j'aurais aimé que tu sois là avec moi, Quentin, là, c'est quand on est arrivé aux galeries. Il était là, l'édificier. Assis sur une roche à jouer de son instrument qui sonne comme des criquets. Il portait un casque de chitine qui cachait sa face et une partie de sa barbe. Anna avait l'air méfiante, mais moi je me pouvais plus. Il nous a dit qu'il s'appelait Mousse. Il m'arrivait aux hanches, puis son linge, sa barbe et ses affaires avaient l'air mouillés, même si le temps était sec. On a décidé de marcher le reste du trajet vu que Mousse avait jamais monté de bête puis qu'on avait mangé celle de Maximus de toute façon. Pendant que tu célébrais probablement les Saturnales, on franchissait les palissades de Val-Terreur. Pendant que tu courais les rues illuminées de la capitale, que tu baignais dans la lumière sainte du temple du soleil invaincu, que tu gravissais le podium de Mars en obéissant au décret du roi minable, je marchais parmi les coquilles vides des maisons en ruine de Val-Terreur. Quand le parfum du vin et des gâteaux envahissait tes sens, ivre, je subissais les effluves âcres du feu de bois mouillé. La gorge irritée, les yeux en larmes. Quand tu t'époumonais sur des airs de fête, bras dessous avec tes camarades, esclaves, philosophes, sénateurs, j'encaissais le silence d'une sauvageonne tourmentée ou les stridulations d'un étranger sans nom. Le lendemain, quand tu recouvrais les pieds nus d'Adophore d'une flanelle, je me recueillais devant un monument défiguré, sans nom, dans un sanctuaire abandonné, inondé et envahi d'herbes hautes, de crapauds et d'oiseaux. C'est froid ici. On nous traite comme des fantômes qui entrent périodiquement Val-Terreur avant de disparaître, exorcisés par le passage des saisons. Même près de l'âtre de la collision frontale, la seule auberge au nord du Colisée, le réconfort nous échappe. La bière est drabe, tiède. Des fois, j'envie Marcus. Des fois, j'envie Maximus. Je pars pour l'ouest demain, avec Anna et Mousse. Une sentinelle a aperçu une arc-ourang la semaine passée. J'aimerais mieux être sous le couvert de la forêt que dans une ville désertée. Quentin, mon très cher frère, ne viens pas à Val-Terreur. Il n'y a rien pour toi ici. Je vais revenir avec un idolum. Prépare mon triomphe. Ta Sixtine, 8e jour du mois de janvier de l'an 924, à Burbe Condita. Hey, merci Julien. Ça me fait plaisir. Je vais être franc avec toi. À date, c'est mon histoire préférée Cool. de Val-Terreur. Tu sais, je pense que tu as raconté un drame fort qui est dans l'émotivité d'un personnage avec sa voix personnelle. Puis, bon, tu as choisi le québécois, mais même si tu avais choisi un autre registre de langue, ça serait aussi un bon coup. Mais avec le québécois, je pense que ça fait une touche de plus parce que tu viens... En tout cas, moi, tu es venu me chercher dans les émotions de ce personnage-là. Puis je pense que quand on fait de la démiurgie, c'est facile de tomber dans une pratique plus intellectuelle, plus Procédural. Mais de savoir le livrer, c'est entre autres de savoir le ramener à ce niveau-là, au niveau personnel, au niveau du personnage. Ouais. Fait que ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment hot. Cool. En même temps, tu le communiques, ton world building. Là. Ouais, c'est ça le but. À travers l'histoire, on est dans une aventure, puis on s'en va vivre des choses. Et puis, ça n'a pas le feeling que c'est des péripéties parce que le personnage, elle a des émotions fortes. Ça lui plaît pas ce qui se passe, etc. Fait que ça donne pas, pour moi, ça donne pas un sentiment de « Ah, on passe à travers une série de péripéties », même si au final, c'est ça. Ouais. Puis chaque péripétie est liée à un élément du monde que t'as créé, que t'as façonné. Fait que, ouais, bien joué. Cool. T'as-tu des...
y a-tu des moments où tu trouvais que quelque chose faisait pas de sens dans le world building? Y a-tu des moments où tu t'es questionné? Ben, au niveau, mettons, de son aventure, vraiment pas. Je trouve que les mésaventures sont crédibles en ce sens que, ben, il y a des actes, il y a des conséquences à ces actes-là. Puis c'est ça le chemin sur lequel elle nous mène. Elle nous raconte pas chaque jour de son périple. Elle nous raconte les moments où il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont mené à une conséquence grave. Et c'est toujours, ça va toujours de mal en pis, là, dans cette histoire-là. Mais oui, non, le world building, mettons, quand elle est dans le Colisée, il y a vraiment une communication de elle, ça fait pas avec ses valeurs, mais encore plus la barbare qui regarde ses confrères, ouais, se faire massacrer. Ouais. Puis l'autre déplorable personnage, Ouais, Maximus, qui lui rit à gorge déployée. Fait que tu sais, clairement, c'est des conflits que je trouve crédibles, parce qu'après ça, bon, elle tue 30 jours plus tard. Ouais. Et plus on s'éloigne de la capitale, moins il y a une moins il y a une justice institutionnalisée. Là, fait qu'on se fait notre propre justice. On a justice. l'impression qu'on peut se faire notre propre justice. C'est ça, Valterra. Tu me donnes un feeling de Valterra, on se fait notre propre justice. La capitale, non, là, il y a un bourreau puis un policier. Fait que ouais, le fait qu'on s'éloigne puis qu'on s'en aille vers le wild, je pense que ça fait partie du... je sais, à toi de me dire, mais je pense que ça fait partie de ce que tu essaies de faire. Absolument. Plus on s'éloigne... Dans le fond, Valterra, c'est le dernier bastion. Bon, pas bastion comme tantôt, mais le dernier bastion civilisé, si tu veux. Puis même là, on voit que c'est pas très civilisé, mais c'est la fin du monde connu. Ouais. J'ai essayé aussi de mettre, parce que vu que l'urbanisme c'était le thème de l'épisode, j'ai essayé de mettre un peu en parallèle la vie à la capitale de Quentin versus la vie. Ouais, ce segment-là d'actes parallèles, je veux dire, c'était quand même agréable à lire, puis ça donnait vraiment un bon feeling. J'avais l'impression que j'avais un montage croisé, là, ou même un split screen, où je voyais Quentin, sa vie avec les Saturnales. D'ailleurs, Saturnales, Mars, etc. On comprend vraiment que la capitale, c'est Rome, ou c'est pratiquement Rome. Tu vas voir. Puis... J'avoue qu'à un moment donné, il va falloir que je droppe un texte où le boom j'ouvre vraiment le monde à ce qu'il est vraiment. Là, parce qu'à date, on a l'impression vraiment que c'est Rome, ma capitale, mais... Ben, je veux dire, c'est des pratiques héritées de Absolument. Rome. Oui. Tu sais, les Saturnales, c'est un festival. Il y a un calque. J'essaye pas de faire comme si les Saturnales... C'était inventé dans mon monde. C'est la même célébration. Puis, c'est Noël, dans le fond. C'est Noël. Ouais. Mais oui, c'est ça, ce montage-là parallèle. D'ailleurs, dans ce bout-là, ça dit que il fait quoi avec Adophar? Adophar est nommé. Ouais, il recouvre ses pieds d'une flanelle. Ok, j'avais compris qu'Adophar, c'était l'empereur dans tes autres textes. Et c'est encore l'empereur, mais on est genre 400 ans plus tard. Ouais. C'est le même Adophar. Adophar Ier. C'est le même. Donc, empereur éternel. Ouais. Ok, oui. Excuse-moi, Non, c'est parfait. J'ai pointé quelque chose. Je mettais les indices dans mon texte, puis tu l'as trouvé, effectivement. Ah oui, je fais empereur éternel. C'est parce que c'est le même gars, en tout cas. Tandis que le roi minable, je sais pas c'est quoi, mais ça semble être un sous-fifre de l'empereur. Il est minable. Ah, en fait, ça, c'est pas vraiment du world building, c'est que pendant les Saturnales, tu sais, on fait toujours de la recherche. On avait dit que c'était ça, c'est de la préparation. Puis les Saturnales, c'est un peu la pratique de la galette du roi, nous vient de là. Fait que c'est un petit peu comme je prends un esclave, puis on y met une couronne, puis c'est lui le roi. Ouais. Puis il nous donne des ordres, puis on fait ses ordres. Mais souvent, ses ordres, c'est prends un shooter ou embrasse elle. Ou, il est au-dessus de la loi normale pendant une journée. Pendant cette période-là. C'est plus qu'une journée. Un peu le même statut, mettons, qu'un bouffon. Tu sais, qui a tous les droits, mais qui a aucun droit. C'est ça. Ouais. Ouais, pendant les Saturnales, en fait, on enlève on retire les attentes d'une classe. Fait que les esclaves sont libres. La classe dirigeante, les sénateurs, les whatever. Ça, c'est vraiment intéressant, là, aussi. Je suis content que tu fasses ça, mais à un moment donné, il faut parler de ludologie. Parce que ça, c'est le jeu. C'est à quoi sert le jeu dans... Tu sais, puis ici, c'est en théâtralité, là, c'est pas genre un sport, mais le jeu sert à comme
faire une purge des carcans sociaux dans une société. Puis je trouve ça super intéressant d'aller est-ce que travailler ça joue ça. un petit peu un rôle de détente? Ouais, Pour mais apaiser ta population. exactement, mais c'est comme un backwash. C'est c'est fait pour justement lever les anxiétés, les difficultés, puis essayer de faire comme ouais, mais là on va faire comme ça compte pas. Puis on va jouer à ça compte pas le temps d'une semaine. C'est ça tournage, c'est quoi? 10 jours? C'est une semaine, une semaine plus ou moins, là, mais ouais. Puis, fait que je trouve ça intéressant que tu aies intégré ça. Puis là, je comprends c'est quoi le roi minable. Ouais. Je l'ai changé, tu sais, j'aurais pu dire, je pense qu'il y a un terme pour ce... Il y a un terme latin là, pour ce rôle-là, Ouais. mais j'avais envie de l'interpréter, tu sais, puis de dire, ben lui, c'est le roi minable. C'est un peu comme quand c'est ma fête. T'sais, d'habitude, les gens me manquent de respect dans la vie, ma famille m'aime pas, etc. Mais quand c'est ma fête, là, tout à coup, j'ai un cadeau. Des fois, j'en ai pas. La plupart du temps, c'est ma soeur qui le déballe. Ah, OK. Mais j'ai quand même officiellement un cadeau qui va être à moi. Puis même si c'est comme une cuillère qui est sortie du tiroir d'ustensile, là, c'est quand même mon cadeau. Après ça, il faut que je la remette dans le tiroir. Ouais. Mais tu sais, c'est pendant l'espace d'une journée, j'ai... tu sais, tout le monde me sourit quasiment. Là. C'est une enfance difficile, hein? Hey! Ouais. Un édificier, c'est une espèce de gnome. Je le vois comme un gnome mouillé avec un casque fait en membrane d'ailes de libellule. Ben, dans le fond, ce qu'on sait des édificiers à date, c'est que avant, c'était un peuple glorieux de constructeurs de surface. Sous la menace de l'Arc-Ourang ou pour d'autres raisons, ils ont comme migré vers un milieu souterrain. Puis, je parle à un moment donné de superstition, fait qu'ils se sont un peu affaiblis au niveau psychique, là, que ce soit par la démence ou la folie, ou ils ont perdu leur statut d'espèces qui étaient des grands constructeurs, ils ont vraiment comme été réduits. Puis, ouais, toi tu dis gnome, moi dans ma tête, je voulais un placeholder, si tu veux, pour les nains. OK. Qui est comme ce peuple de constructeurs-là. Mais je voulais pas tomber dans les clichés elfes, nains. Je voulais développer mon propre truc. Ben, au départ, je l'avais vu nain, mais je sais pas pourquoi dans ma lecture de ce texte-là, je l'ai imaginé... peut-être aussi c'est le mot édificier. Ça me faisait penser peut-être à artificier. J'imaginais quelque chose d'un peu plus ingénieux et moins juste travailleur. C'est comme s'ils transportaient encore leur vieux... leur vieux nom. Parce qu'ils construisent plus rien, tu sais. Ouais, dans ma tête, c'est vraiment... ben oui, parce que tu dis qu'ils ont une barbe aussi. Fait que ouais, je vois le nain. Finalement. Ouais, mais je leur donne un aspect un petit peu insecte. C'est pour ça la chitine. Ouais. Un petit peu comme si c'était des bergers d'insectes ou... Mon but, c'est ça, qui a l'air un petit peu plus malpropre. Puis, mais le fait qu'il soit humide, lui, c'est vraiment... c'est sa personnalité à lui, parce qu'ils sont... Je sais pas si tu te souviens, mais ils n'ont pas le droit de rien proprement nommer. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Mousse. Parce qu'il est visqueux, humide. Puis tu l'écris avec une minuscule, tu sais, dans sa tête à lui, c'est pas son nom. Un nom. C'est sa désignation. C'est ça. En parlant des noms, j'ai aimé la petite touche de Anna ou Hannah. Ça, c'est le petit idéolinguiste en moi, mais le fait que ce personnage-là, de Sixtine, qui entend un nom dans une langue barbare, puis qui est pas sûr comment ça s'écrit, puis comment... Juste ça, pour moi, c'est vraiment pas important, mais c'est les petits détails dans lesquels le diable est. Mais c'est ça, à date, mes trois choix de personnages quand tu commences, c'est de jouer un citoyen de l'Empire, Vanilla, là, de jouer un barbare ou une barbare, puis l'édificier vient comme en troisième, puis mon but c'était de créer vraiment une distance. Tu sais, son nom est pas familière, Sixtine, avec c'est quoi ce nom-là, puis comment qu'elle prononce, puis comment qu'elle... Fait que je crée comme un genre de... Mon but, c'était comme de diviser la culture de Sixtine puis la culture d'Anna en deux. Puis Sixtine, ben, c'est la sixième fille, puis Quentin, c'est le cinquième fils. J'avais pas vu ça. La sixième. J'avais pas vu ça. Je pensais que c'était des noms à consonance historique latin, mais ça tombe en français, puis tout. Mais fait qu'elle est proche de son frère, elle est juste un peu plus jeune que son frère. C'est cool ça. Et retour de l'Arc-Ourang, ouais. qui fait peur dans le ciel.
Ouais. Ouais, j'étais bien content de voir notre bon vieux Goulot Volans. On va remettre une image à l'écran. Mais là, c'est que ce qui est le fun avec le fait qu'on fait ça périodiquement, on va se ramasser avec un genre d'archives, tu sais, pour raconter notre monde. Puis là, moi, je viens d'ajouter à ça. J'avais la courante dans ma poche, je m'en suis servi un peu rapidement, mais là, je viens d'ajouter à ça 3 personnages qui s'en vont vers l'ouest. Puis mon but, c'est de décrire un lieu d'aventure pour un jeu de rôle. Puis à date, je décris pas le lieu d'aventure, je décris le hub semi-sécuritaire. Ouais. Je veux décrire ce qu'il y a l'autre bord de Fait Valterra. qu'à un moment donné, il faut qu'ils y aillent à Valterra, eux autres. C'est ça. Fait que là, ça me donne l'opportunité d'avoir au moins des yeux, des sens que je peux mettre de l'autre côté de Valterra. Je veux pas briser un peu ton truc, mais t'aurais pu commencer avec quelqu'un à Valterra aussi. Hein? Ouais. T'as décidé de pas faire ça. Ben, j'essaye à date de suivre les thèmes. Fait que là, on avait xénobiologie, fait que j'ai parlé de l'art courant. C'est vrai. On avait pour parler de mon pamphlet là, politique pour repartir. Ouais. Guide de l'aventurier, Ouais. explorateur adofarien. Ben là, j'étais plus ou moins dans les thèmes, mais là, aujourd'hui, urbanisme, puis prochain épisode aussi, j'essaie de rester dans les thèmes. OK. Fait que c'est sûr que... Chose que moi, je fais pas tant d'efforts pour être dans les thèmes. C'est pas grave. OK. C'est une Je sens que contrainte je que te je me donne. Je te déçois un peu. Pas en tout. C'est juste que moi, j'écris bien quand on me dit, bon, écris là-dessus. Fait que là, ça me donne un thème, puis... Je sais que je te déçois. Tu sais, ta bouche dit non, mais tes yeux disent oui. D'après moi, tu décevais tes parents. Ta sœur, non, là, mais... Non, elle était bien contente de pouvoir déballer une cuillère. Non, ta sœur, elle décevait pas tes parents. C'est Ah, ça que je veux dire, ok. moi. Bon, ouais, je pense qu'on va se laisser Hey, là-dessus. oui, merci Julien. Ouais. C'est une très bonne façon de terminer notre semaine. Oui. Ouais. On va pouvoir retourner à se taper sa gueule. Oui. OK? Ben, bonne semaine, ce fut un plaisir. Ça fut un plaisir, Julien. À bientôt. À la semaine prochaine. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.